Les hors-séries Automoto. Un invité, un entretien, une histoire. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Automoto, l'émission automobile où il n'y a pas de mauvaises questions et parfois quelques bonnes réponses. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je vous propose une émission un petit peu particulière. Contrairement à notre habitude, nous n'allons pas débattre sur les nouveautés auto ou comparer les mérites de différents modèles. Aujourd'hui, nous recevons un invité pour évoquer la naissance d'une voiture. Elle est sortie il y a moins d'un an, mais elle est déjà mythique. Il s'agit de la nouvelle Alpine A110. Pour en parler, nous recevons Bernard Olivier. Bonjour Bernard. Bonjour Andy. Bernard Olivier, vous êtes né en 1952, vous êtes rentré chez Renault à 25 ans après avoir fait les mines. Vous avez occupé de nombreuses fonctions au sein de la marque aux losanges, dans la finance, la vente, le commerce, et vous avez participé à la naissance de Renault Sport Technologies. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en 2012, vous êtes devenu le directeur de la Société des automobiles Alpine. Et vous l'êtes resté jusqu'à votre départ en retraite il y a un an. Bernard Olivier, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le père de l'Alpine A110 ? C'est un peu excessif parce que tout seul, on a du mal à faire une voiture au XXIe siècle. Je suis le manager, l'animateur d'une équipe réduite qui a fait cette voiture. Mais c'est clair qu'au début de cette aventure, en 2012, nous n'étions pas nombreux. On était même très très peu nombreux et tous les gènes, je dirais les fondamentaux de la voiture, on les a fait à très peu. Un an après l'arrivée de l'A110 sur nos routes, vous sortez un livre intitulé Alpine, la Renaissance, disponible aux éditions Solar. Dans cet ouvrage, vous racontez la gestation de la sportive tricolore, et ce que l'on peut dire, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. La première révélation de l'ouvrage, c'est que l'idée a germé dans les Alpes, en l'occurrence au forum de Davos. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode ? Alors, ça va être un peu dur pour moi parce que je n'y étais pas. Hein. Donc, ce qui est clair, et c'est Tony Fernandez, qui est le patron d'Erasia, qui avait, après moult aventures, racheté la société Caterham, et qui avait une équipe de Formule 1, Caterham F1, qui a souhaité, sous la pression d'ailleurs des équipes de Caterham, trouver des solutions sur l'avenir de sa voiture. Donc Caterham, c'est une marque de voitures sportives anglaises, oui, de petite série qui fabrique souvent des voitures absolument, dont on peut dire qu'elles sont très très liées à Lotus, ne serait-ce que par l'histoire, et qui avait donc besoin de trouver un partenaire. Et il a pensé, en ayant rencontré Carlos Ghosn, que ça pouvait être une solution. Donc, il faut dire tout de suite que pour Renault, qui a pu être intéressé, bien sûr, tout de suite, je le raconte dans le livre, c'était pas si évident que ça que ce soit une Alpine, hein, au départ. Alors, il y avait pourtant beaucoup de gènes communs, mais il a fallu un petit peu d'étincelles pour faire le rapport entre Caterham et Alpine. Donc Caterham, on va dire, est demandeur par la voix de Tony Fernandez, son patron, qui vient voir Carlos Ghosn, qui lui demande... Alors, il lui a écrit. Il lui a écrit juste après le rachat qu'il a fait, qui doit être en mois d'avril, si je dis pas de bêtises, 2011. 2011. Il a écrit à Ghosn, qu'il avait rencontré donc à Davos en janvier, et pour lui faire la proposition. Carlos Ghosn, et c'est un point non négligeable, a transféré cette lettre à Carlos Tavares, qui était son adjoint, et il va de soi, quand vous transférez quelque chose qui a rapport avec une voiture de sport à Carlos Tavares, je pense que pour Ghosn c'était clair, il y avait toutes les chances que ça allait embellir. Et ça a été le cas. À quel moment est-ce que vous êtes rentré dans la boucle, comme on dit, et comment votre rôle a été défini ? Alors, je me rappelle, dès mi-2011, moi j'étais rattaché à Carlos Tavares, qui était donc directeur général des opérations. Carlos me disait, tu sais, je pense à toi, il y a un truc qui va peut-être se faire autour d'Alpine, et je pense à toi. J'avais connu Tavares autour de la voiture de sport, hein, puisque nous avons copiloté le projet de la première Mégane Renault Sport, lui en tant que patron du programme Mégane, et moi en tant que Renault Sport Technologies. Et puis il me l'a redit fin 2011, et puis début 2012, il m'a dit ça y est, maintenant on y va. Bien sûr, j'ai même pas demandé 5 minutes de réflexion, et tout de suite
j'ai fait, c'est très important, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait quand j'étais chez Renault Sport. Car chez Renault Sport, j'avais compris qu'Alpine, c'était un bijou. Et j'ai essayé, moi-même, et d'autres aussi d'ailleurs, plusieurs fois, de faire une Alpine. Sauf que faire une Alpine sans avoir bien étudié ce que c'est une lamentable erreur qui probablement a coûté une première vie à Alpine. Ah, pour commencer. Il y avait déjà un projet quelque part. Non, mais la première vie, je veux dire, c'est le fait que quand on a fait les GTA, les 610, je pense qu'on n'avait pas bien réfléchi sur ce qu'est Alpine. Oui, sur l'ADN de la marque. Et Renault était obnubilé par le grand leader, le grand concurrent qui était Porsche. Et la leçon, en tout cas c'était la mienne, qu'on n'avait pas bien retenue, c'est qu'il est idiot d'aller chercher les autres sur leur terrain. Il faut rester sur le sien, surtout quand il est fort. Et donc, moi j'avais essayé de faire des Alpines, qui n'étaient autres, si je regarde bien à aujourd'hui, que des super Renault Sport. Donc c'était un échec annoncé. Et après une analyse très approfondie, j'avais le temps, puisque j'étais pas encore sur le coup, puisque le coup n'était pas encore bien lancé. J'ai bien sûr analysé les choses, discuté avec les gens qui ont fait Alpine, discuté avec des clients, etc., lu les bouquins, et j'ai compris, d'une part, qu'Alpine avait eu une première mort à cause du fait qu'on s'était éloigné de ce qu'on appelle notre ADN, c'est-à-dire nos gènes, notre force, et qu'il fallait plus le faire, il fallait revenir à la base. Et donc j'ai voulu bien comprendre d'abord pourquoi cette marque mythique était morte, quand même incroyable, d'être aussi mythique et mort en même temps, qui est quand même un échec. Alors il y a le fait de s'être éloigné de l'ADN, mais il y a aussi d'autres sujets dont on pourra reparler sur la commercialisation, qui sont à mon avis aussi des vrais sujets. Et donc j'en suis arrivé, et je me rappelle un point très important, ça a été en janvier 2013, quand je suis allé à Dieppe, avec Jacques Chénis, qui était le demi-dieu. Monsieur Alpine. Le demi-dieu d'Alpine. Ouais. L'ami Jacques, on était en voiture tous les deux, et je dis à Jacques, raconte-moi en 3 mots ce qu'est Alpine. Et il m'a dit, ouvrez les guillemets, un concentré de plaisir. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Ça a été mon objectif, ma cible, très difficile à définir techniquement et à expliciter vis-à-vis des ingénieurs et tout, mais ça a toujours été notre jugement. Avec d'ailleurs une crainte à la sortie, juste une remarque, est-ce que les journalistes, entre autres, allaient comprendre ce que c'est? Parce que c'est quand même assez déviant par rapport à ce que j'appellerais la pensée unique de la voiture de sport germanique. Du premium allemand, voilà. Ouais, lourde, confortable. Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que on n'est pas tellement déviant qu'on va nous dire que c'est pas une vraie voiture parce qu'elle n'est pas dans la pensée unique. Donc, concentré de plaisir. Et on n'a pas voulu s'en éloigner. Et je pense qu'Alpine, dans le futur, devra rester sur cette base. On peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire toutes sortes de voitures en gardant ça. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans ce programme. En revanche, la question que je me pose, c'est au départ, c'est pas évident que ce sera Alpine. Et les premières discussions entre Caterham et Renault sont forcément étranges, parce que c'est 2 entreprises très très dissemblables. Comment on commence à parler? Quelle est la première base de discussion? Oui. Alors, la première chose, ça intéressait tout le monde. Caterham était évidemment incapable de faire une nouvelle voiture, mais ça peut paraître bizarre, nous aussi, car toutes les voitures qu'on a essayées, c'était pas rentable, parce qu'on est sur des niches telles que ce soit en termes d'investissement et puis en termes de volume, c'était insuffisant. Donc, c'était une opportunité rêvée, plus que rêvée d'ailleurs, incroyable, extraordinaire. Qui est arrivé en plus au bon moment, parce que Alpine s'est éteinte en 95. Les gens qui ont connu les berlinettes est morte en 77 en termes de production, et donc
on est encore sur des gens qui sont des témoins, qui ont vécu ça. Et c'était important. Et puis on avait tous nos pilotes qui sont toujours là. Oui, Donc il était important de relancer cette marque à ce moment-là. Après, c'est trop tard. Donc on a eu beaucoup, on le verra d'ailleurs sûrement dans la suite, on a eu beaucoup de conjonctions positives qu'il fallait que ça marche. Et ça a été essentiel. Alors pour Renault, sans aucun doute, ce dossier n'aurait pas été rouvert sans cette stimulation de Caterham. Par contre, évidemment, c'est 500 voitures contre 2,5 millions. C'est pas l'oublier, parce qu'on parle d'ADN. Le moteur arrière en porte-à-faux. Ça, c'est la culture alpine, qui date d'ailleurs de la 4 chevaux, ça vient de très loin. Et Caterham, c'est le moteur à l'avant, longitudinal, pour avoir un grand nez. Les deux sont en propulsion, mais il y a quand même un léger défaut sur la position du moteur qui est loin d'être neutre en design, en comportement, etc. Et ça a été une grosse bagarre. Voilà, comment on se met d'accord dans ces cas-là? J'allais dire mais c'est faux. Hein. On trouve le juste milieu, c'est-à-dire le moteur central arrière, mais non, c'est pas ça qui se passe. Je dirais qu'à un moment, il faut être raisonnable. C'est quand même le groupe Renault qui pèse lourd, qui en plus a été en charge pour une bonne part du projet. Que ce soit le patron, moi-même, que ce soit le patron de l'ingénierie, qui était explicitement à Renault. Donc, le résultat a été, on fait un moteur central arrière, ce qui veut dire, pour ceux qui, pour parler pratiquement, c'est un moteur dont le centre de gravité est devant les roues arrière et pas derrière, comme c'était le cas pour les Alpines précédemment. Et il était il revenait aux designers de Caterham, ce qu'ils ont très bien fait, de s'adapter et de faire un design qui donnait l'impression que le moteur était à l'avant. Et si vous regardez les photos qui sont à la fin du bouquin, je trouve que c'est plutôt bien réussi quand vous savez que vous avez plus de 70% des pièces qui sont communes. Au début, il n'est même pas forcément question d'une Alpine. Absolument. Au début, c'était pas une Alpine. C'était quoi? C'était une Renault Sport? Au début, il y avait un projet qui existait d'une Renault Sport qui était le point de départ. Parce que le projet Renault Sport existait et il n'y avait aucun projet Alpine. Et c'est Lorenzo Dannecker, pour ne pas le nommer, le directeur du design de Renault, qui a eu cette étincelle géniale, qui était de dire mais pourquoi ce serait pas une Alpine vu légèreté, etc. Le cahier des charges, on le fixe dans le courant de l'année 2012, on va dire. C'était quoi l'exactitude du projet? Quels étaient les prix prévus, les performances prévues à ce moment-là? Alors, on a eu une bagarre assez vite avec Caterham. Quand je dis bagarre, il faut bien être clair. Nous devons tous savoir que s'il n'y avait pas Caterham, il n'y aurait pas d'Alpine. Donc on leur doit une fière salutation. Grâce à eux, on est là. Et je ne l'oublierai jamais, c'est majeur. Par contre, c'est normal, on a eu beaucoup de désaccords. Ça, c'est pas surprenant. Le premier désaccord, c'est que pour Tony Fernandez, une grosse partie du volume devait aller en Asie. Puisque lui, c'est un Asiatique, il est très implanté en Asie avec sa société d'avion. Il avait même prévu, pour info, de vendre ses voitures, ce qui n'était pas si idiot que ça, dans les agences qui vendent des billets d'avion. Il avait quand même des trucs assez innovants. Et donc, en Asie, il cherche pas obligatoirement la performance pure. Donc, les moteurs qu'on avait prévus au départ, puisque au départ c'était sur une base entre guillemets de Clio RS, donc on était sur un moteur de 220 chevaux, qui est le moteur qui était de la Clio RS jusqu'à il y a pas longtemps, ça leur allait. Moi j'ai très vite dit, là on va se faire tuer, et on va se faire démolir, et en plus de ça, c'est pas à la hauteur de la marque. Il faut faire plus. Et ça a été un gros sujet, parce que faire plus, pas difficile, mais ça coûte. Et donc, nos amis de Caterham, en plus, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et donc, automatiquement, ça a été une belle bagarre. En plus de ça, eux étaient très
très exigeants sur le lien avec la Formule 1, qui était sur un moteur alu en 1600. Donc eux, ils étaient contents du moteur 1600 turbo de la Clio. Nous, ça nous allait pas et on ne pouvait pas les pousser beaucoup plus haut. Le moteur de la Mégane RS avait été aussi envisagé? Alors, c'est même moi et avec Jean-Pascal Dos, mon directeur de l'ingénierie, qu'on avait poussé parce qu'il avait des avantages. Il avait un seul gros inconvénient, c'est qu'il était en fonte et que c'était quand même entre nous un peu idiot, faut pas dire plus, de faire une voiture en alu, car très vite, on n'a pas venu là-dessus, mais très vite on a vu que c'était de l'alu, avec un moteur en fonte, c'est quand même démolir une bonne partie du truc. Ça, évidemment, nos amis de Caterham nous l'ont démoli. Et donc, on a eu une magnifique réunion absolument incroyable, où, avec Carlos Tavares, dans son, quand même, directeur général de Renault, dans son bureau, nous avons attendu 1h30, patiemment, que monsieur Tony Fernandez, qui était en Malaisie, accepte de nous téléphoner avec donc 1h30 de retard. Ça a été très dur. Et on a eu beaucoup de batailles de ce type-ci dans la série. Si vous prenez pas le moteur que je veux, nous on arrête. Ça a beaucoup de chantage. Et nous avons trouvé la solution intermédiaire qui a été de créer ce fameux moteur de 1800 turbo qui consiste donc à augmenter la cylindrée, qui mécaniquement fait 250 chevaux, ce qui est 252 précisément, qui leur allait, qui coûtait pas trop cher, même s'il rechignait un peu, et ce qui nous a permis de sortir de cette réunion en disant une phrase que j'ai dite beaucoup de fois, malheureusement, qui c'était still alive à toutes mes équipes, still alive, ce qui veut dire en français toujours vivant, encore vivant. Et je peux vous garantir, tous les jours, pendant les quasi 8 ans, tous les jours, nous ne savions pas si nous allions vivre le lendemain, parce qu'il y avait tellement de sujets, tellement de problèmes, que c'est vraiment la philosophie de la chose. C'était très fragile. Ça nous a obligé, notre petite équipe, tel un village gaulois d'Astérix, à se surmultiplier. C'est d'ailleurs probablement pour ça que cette voiture est si bien. C'est que il a fallu sortir de tous les problèmes, celui-ci comme les autres, je parle du moteur, par le haut. Sinon, la voiture était morte. Et pour moi, Alpine aussi, parce que en plus on avait annoncé qu'Alpine allait se faire. Donc si on disait on arrête, je pense que c'était la belle mort d'Alpine. Dans le livre, vous expliquez aussi que le look, le design de la 110 est finalement arrivé très très tôt dans le projet. Oui, absolument. Dès les premières maquettes, qui n'ont d'ailleurs pas été faites par Anthony Villain, mais par Eric Diemer, qui était le responsable du design de Renault Sport, avant qu'on ait décidé de faire Alpine, c'est Renault Sport qui prenait le sujet. La première maquette, qui avait, bien sûr, qui était une esquisse, si je puis dire, elle a beaucoup de choses avec la voiture d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs tout particulièrement à l'arrière. L'arrière a été tout de suite fait. Et entre nous, c'est bon signe. Quand les premiers dessins, les premières maquettes, on les sent, en général, on arrive à faire des voitures super réussies. Ça a été le cas. Justement, il y a toute une question aussi de cahier des charges. Vous en parlez un petit peu dans l'ouvrage, notamment. Est-ce qu'on récupère des pièces Renault évidemment, pour rentabiliser, mais est-ce qu'on récupère le tableau de bord de la Clio? Oui, alors ça, c'est un point clé. Quand on fait un projet automobile, il y a faire une pièce, quelle qu'elle soit, une pièce de mécanique, de carrosserie, tout ce qu'on veut, c'est beaucoup d'argent, notamment en termes d'investissement, en termes d'outillage. Et donc, on cherche à maximiser ce qu'on appelle le carry-over, c'est-à-dire l'utilisation de pièces déjà existantes sur d'autres voitures. Et dans le cas, en plus du chantier avec Caterham, vous avez un autre sujet qui est ce qu'on appelle le carry-across, c'est-à-dire l'utilisation de pièces communes entre la Caterham et l'Alpine. Dès le départ, le projet, c'était tout l'intérieur et une Clio Renault Sport, y compris le pare-brise. Ce qui est quand même des contraintes extrêmement lourdes, faut quand même bien voir. Les premières voitures ont été, les premières maquettes, ont été faites comme ça. On pourra y revenir. Le résultat, et je crains qu'on a eu raison, très fortement,
il y a eu un moment où il a fallu dire là c'est la mauvaise voie. Justement, oui, ça discute en interne sur aussi avec des études, avec sur le Et puis, prix, sur le. Alors absolument, c'était majeur parce que le projet au départ, quand on a décidé juste avant la conférence de presse de Carlos Ghosn et de Tony Fernandez le 5 novembre 2012, si je me rappelle bien, donc d'annoncer ce projet commun, il y avait bien sûr un accord en général sur ce qu'on pourrait appeler un pré-projet avec des coûts et tout. Et ces coûts, ils étaient faits sur un carry-over maximum de Clio Renault Sport. Et entre nous, ça allait très bien à Caterham. Parce que le client de Caterham, qui est quand même très spécifique, lui, c'est même pas ce que c'est qu'une Clio Renault Sport. Et l'asiatique encore moins. Donc, eux, ça les dérangeait pas. Moi, en tant que patron de Renault Sport Technologies, j'ai vécu quelque chose de très dur. Ça a été la Clio V6. Qui, pour moi, est... Alors, parlez-nous de cette histoire-là, parce que elle a une influence dans l'histoire de l'Alpine. La Clio V6, alors, j'ai pas fait la phase 1. Je suis arrivé juste après qu'elle soit finie. Mais c'est moi qui me suis bagarré pour faire la phase 2 et j'en suis assez fier, c'est quand même une très belle voiture. Le problème de la Clio V6, c'était 40 000 €, hein, donc on était déjà sur une voiture très chère et très très forte. C'est que tout l'intérieur était l'intérieur, même pas du Clio RS, de Clio. Et vous aviez donc à 40 000 € un intérieur de voiture que vous pouviez trouver même à 7-8 000 €, hein, en diesel. Je pense que ça a tué une bonne part de l'image de cette voiture. Et donc, avec Jean-Pascal Loos, on était persuadé que pour le client moyen en France et en Europe, qui connaît les Clio, il peut pas accepter d'avoir une Alpine avec un intérieur de Clio. Alors je parle pas de mes amis alpinistes qui là nous auraient déchirés. Et donc, on s'est bagarré. Carlos Tavares, de fait, n'a jamais été sensible à cet argument. On peut se poser la question sur pourquoi, mais en tout cas, il n'était pas sensible. Mais d'abord, il a une culture quand même que j'appellerais puriste. Moi, je me souviens, au début, Carlos me disait la seule chose que je te demande, c'est que l'Alpine aille plus vite que la Caterham. Je crois que c'est pas dans le livre. Ce qui était difficile puisqu'on faisait les mêmes voitures. Bon, mais ça montre que il a quand même un côté très puriste. On voit le pilote qui est derrière. Le problème, c'est que l'essentiel de nos clients, ils sont pas là. Parce que là, il n'y a pas de marché. Hein. Regardez, le client puriste typique, c'est bon, Caterham, mais c'est Lotus. Lotus, ça se vend pas. Si on veut aller chercher du client, il faut aller chercher des gens qui sont plus statutaires et autres. Et donc, un intérieur de Clio, ça marche pas. Et donc, comme ça, on va finir l'histoire. Quand Carlos Tavares a quitté le groupe Renault suite à sa fameuse déclaration d'août 2013, dès le lendemain, nous avons repris le sujet et nous avons reconçu complètement l'intérieur dans une vision entre guillemets premium. Hein, en plus, on avait eu une enquête client sévère qui nous le montrait. Ça fait partie des éléments qui nous ont fait prendre beaucoup de retard. Hein. Si on fait le bilan aujourd'hui, c'est vrai. Quand on a lancé le projet, l'Alpine et la Caterham sortaient en 2015. Nous sommes sortis en 2018, ça fait beaucoup de retard. Et ce retard, pour une part, il y a la reconception de l'intérieur, mais je crois qu'il n'y a en tout cas aucun client de cette voiture qui nous en voudra, parce que je crois qu'il est très beau. Alors on parle justement de Carlos Tavares, son départ n'a pas remis en cause le projet. Non, et pourquoi ? Je pense, pour l'essentiel, parce que, comme on disait tout à l'heure, le design, dès le départ, était réussi, très beau, et nous avions fait tout ce qu'il fallait pour le montrer à beaucoup de gens, y compris des proches de Carlos Ghosn, faut pas le dire, pour justement faire du lobbying, si je puis dire. Et donc, il était, je pense que ça pesait très lourd, qu'on avait une voiture reconnue très belle, qu'on sentait. Et ce qui fait que beaucoup, parce que vous parlez du départ de Carlos Tavares, mais on pourrait aussi parler de la rupture avec Caterham, par exemple, ou autre. Il y a eu beaucoup d'éléments qui auraient pu, même dû, j'allais presque dire, arrêter le projet, qui ne l'ont pas fait. Et je pense que le point majeur, c'est que la voiture se vendait d'elle-même, si je puis dire, par son design, entre autres, et puis par ses caractéristiques. Justement, là,
on va se replacer fin 2013, début 2014, c'est le moment des tensions avec Caterham. Pourquoi ces tensions ? Alors, les tensions, alors ça c'est pas connu, et je veux parler doucement parce que c'est un peu délicat, mais globalement, les tensions étaient liées à des problèmes financiers. Hein. Je pense, alors ça c'est une interprétation personnelle, mais Tony Fernandez avait fait un énorme coup quand il a racheté une compagnie d'aviation qui était en faillite pour $1 et il avait hypothéqué sa maison. Maintenant, il est milliardaire et les banques lui ont prêté tout l'argent dont il avait besoin. Je soupçonne qu'il a dû se dire la même chose. Les banques vont me suivre, ils ont confiance en moi, ils vont me suivre, ils vont faire la même chose. Le problème, c'est que c'est pas pareil d'être une compagnie d'aviation. Ils fabriquent pas des avions, ils vendent des sièges, des sièges kilomètres. C'est pas du tout pareil que de faire des avions, et encore moins une voiture quand en plus vous avez quasi pas de réseau commercial. Caterham, c'est quand même réduit à la stricte, c'est très très petit, et donc il a pas trouvé d'argent. Il a pas trouvé d'argent et il n'est riche que de papier, c'est ses actions. Et donc ça a été un des gros sujets. Et en plus de ça, je pense qu'on allait vers une catastrophe, quoi qu'il arrive, parce que quand nous, on a pris conscience qu'on pouvait pas vendre une Alpine comme une Clio, que ça les dérangeait pas, il y avait à mettre beaucoup d'argent et beaucoup de retard pour reconcevoir l'intérieur, et eux, ils en avaient rien à faire. Donc là, on avait aussi un bras de fer qui avait même commencé un petit peu, mais qui a vite arrêté par le fait que de toute façon, ils payaient plus. Et là, moi, en tant que PDG, j'avais un problème éthique et juridique, c'est que j'avais un de mes actionnaires qui me payait et pas l'autre. Il y a un moment, on peut pas aller loin, surtout quand il s'agit de commencer à sortir des gros chèques pour commander les pièces et commander les outillages. Et donc, d'où le fait que, je raconte dans le livre, on a fait ce qu'il fallait avec ma petite équipe pour obliger nos actionnaires à en tirer des conclusions. Donc on ralentit, on freine des cas de fer à ce moment-là. Oui, on a appelé ça le slow mode, c'était l'officiel, le slow mode, donc le mode de travail lent, qui est une espèce de grève, si je puis dire, qui fait que, on a dit, on travaille plus, à part gérer les affaires courantes, tant que le problème n'est pas réglé. Ça a payé. Ils auraient pu nous mettre dehors. Si c'était soit Caterham allait dehors, soit c'était nous. Est-ce que c'est juin 2014, je crois, le moment de l'officialisation de la rupture. Est-ce qu'à ce moment-là, le projet est menacé chez Renault ? Non, le projet n'est pas menacé. Et pourtant, les arguments qui étaient favorables au projet grâce à Caterham, il payait la moitié du ticket d'entrée, il apportait une grosse partie, il augmentait fortement les volumes, étaient des éléments majeurs pour la rentabilité. Et pourtant, quand Caterham nous a quittés, ça n'a pas été le sujet. Pourquoi ? Premièrement, on va retomber sur le fait que la voiture, on la sent, elle est belle, etc. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que juste après le départ de Tavares, nous avons travaillé en chambre. On n'en avait pas beaucoup parlé avec Caterham quand il y a eu des problèmes, mais pour premiumiser la voiture. Et il faut le dire aux clients, ils le comprendront, j'espère, c'est que le prix de vente a fortement monté. Parce que nous étions partis sur une super Eurosport, finalement, avec un prix assez faible. Quel était le prix visé de départ ? C'était un peu plus de 40 000 euros. Et on est monté rapidement à 55. Alors après, il y a eu, comment dirais-je, du fine-tuning par le fait de des options qu'on met, etc. D'où la première édition à 58 500. Mais donc 15 000 euros, c'est pas plus que pas rien. Et pour le client, qui se doit d'être exigeant compte tenu de ça, mais pour notre poche, pour la rentabilité du produit. Donc, on a compensé une bonne partie du sujet par ça. Alors, à ce moment-là du projet, on n'est pas encore sûr qu'il y aura une Alpine sur la route. C'est à quel moment que ça a été vraiment validé ? Alors, premier point, parce que ça, je pense, c'est pas connu.
on n'est jamais sûr qu'on a une voiture sur la route quand on fait un projet. On a beau passer ce qu'on appelle des jalons, hein, qui sont des espèces d'étapes où nous nous assurons d'un certain nombre de choses, qui est que le développement de la voiture se fait comme il faut pour assurer la bonne voiture à la fin. Il n'empêche que même si vous passez les étapes, c'est pas pour ça qu'il peut y avoir des problèmes techniques, financiers, etc., qui fait que vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez d'ailleurs même vous arrêter après coup. Moi, il se trouve qu'en tant que Renault Sport, j'ai été le patron du projet Runtime, qui a été arrêté pas longtemps après la sortie. Donc vous voyez que c'est toujours très fragile. Oui, ce projet particulièrement a été très tardivement validé, puisque, mais je dirais pas que c'était une garantie à 100%, mais c'est le passage qu'on appelle le contrat, qui est le contrat que signe l'équipe avec l'entreprise sur ce qu'est la voiture, son prix de vente, son prix de revient, ses investissements, enfin tout le positionnement des clients, etc. Tout ça, on l'a passé. En fait, c'est une réunion avec Carlos Ghosn fameuse du mois d'avril 2015, 15h17 si je ne dis pas de bêtises. C'est tellement, pour nous ça a été tellement fou, tellement fort. Hein, on avait les larmes aux yeux quand on l'a arraché cet accord à 15h17. Et puis quand même, il y a un deuxième point qui a été très lourd, c'est 16 février 2016 à Monaco, où là, Carlos Ghosn, qui, entre guillemets, mousse à chemise, si je puis dire, pour aller à Monaco avec nous, présenter la voiture, je pense que c'était, vis-à-vis des médias et tout le monde, un engagement extrêmement fort. Donc là, on a changé complètement le braquet. Justement, on parle des équipes. On va dire au moment de la validation, Alpine, c'est combien de personnes? Quand vous parlez de la validation, vous dites 2015, oui. Par là. Alors, pas tant que ça, parce que la partie la plus lourde, c'est quand on développe les pièces une par une. Hein, parce que là, il faut faire appel à tous les spécialistes de carrosserie, etc. Donc, la première partie du projet, donc le pré-contrat, si je puis dire, où nous avons défini tous les grands points qui font la force de la voiture aujourd'hui. Hein. Ça s'est fait au tout début. Hein. Sinon, c'est trop tard. Là, on n'était pas nombreux. Hein. Nous étions, je vais dire grossièrement, une petite trentaine de personnes, hein, avec des spécialistes par grande fonction de l'ingénierie et quelques acheteurs pour aller chercher, parce qu'il a fallu se créer notre propre panel de fournisseurs premium, très allemand, nécessairement, qu'on connaissait pas dans le groupe Renault, ni même Nissan. Hein. Et donc, c'est ça, petite trentaine de personnes. On est monté pour le projet à 200 personnes grossièrement, qui est au moment donc où on met au point, on conçoit pièce à pièce, que ce soit la carrosserie, l'aile, la porte, etc., que ce soit les sièges, enfin, là vous avez à avoir des dessinateurs, enfin des concepteurs, donc là il y a des équipes un peu plus lourdes. Et puis après, vous allez en voir en plus la montée en régime de l'usine, où là il faut aussi, et là je parle bien en termes de ce qu'on appelle de process, c'est-à-dire concevoir les process de fabrication. Là l'usine s'y met et on va en remettre encore une petite dose. Mais c'est pas si énorme que ça, hein. Et c'est sur quelques mois. On parle justement de l'usine. Le berceau historique d'Alpine, c'est évidemment Dieppe. Il n'a jamais été question que la voiture soit produite ailleurs? Dans notre esprit, l'équipe, et je peux y associer Tavares au début, non. Impossible. Je pense qu'on aurait fait une faute qui était plus qu'une faute de goût. Il était clair pour nous, ça fait partie de la reprise, de l'héritage, de la marque. Si on veut revendiquer qu'on fait une vraie Alpine, nous pensons qu'il fallait être dans l'usine. Même si en finale, on est dans le lieu,
c'est pas rien, mais en final, les technologies qu'on utilise n'ont rien à voir avec celles qui étaient existantes. Donc on a refait toute l'usine. Mais il y a en plus une fierté. Cette usine était clairement, et le personnel le savait, appelée à fermer. Donc c'était aussi lourd de sauver l'ancienne usine historique alpine. C'était lourd de... ça nous permettait, c'est comme non négligeable, d'y faire ce qu'on avait envie. Que si on n'avait pas fait ça à Dieppe, on aurait été faire ça. D'ailleurs, il y avait des gens qui étaient très intéressés. Si vous me dites, dans l'équipe, c'était clair pour nous, ça l'était pas pour tout le monde. Ah non, Renault, visiblement. Loin de là. Et on nous poussait, pour une bonne partie, à aller dans des grandes usines de Renault, bien sûr. En France ou ailleurs? En France, mais notamment une voisine. D'accord. Une voisine qui fait des véhicules utilitaires. Voilà. Et ça a été un de mes grands arguments. Mais comment on peut imaginer d'amener des journalistes, mettez-vous dans ce cas-là, les journalistes qu'on emmène à Sandouille voir l'Alpine alors que vous avez les trafics à côté, je pense que ça aurait été un peu risible. Mais c'est vrai qu'il y avait des arguments. Les arguments, c'était un certain savoir-faire. On pourra en parler tout à l'heure, mais on a eu quand même des problèmes lourds, techniques, je dirais que la grande maison savait pas beaucoup plus régler que nous, mais que l'addition des compétences nous y a beaucoup aidé. Justement, là aussi, il y a, on va dire, chez Renault, une perception un petit peu étrange du projet, ou en tout cas des inquiétudes sur la rentabilité, etc. Carlos Ghosn, il est pour si ça marche, il est plutôt pas pour. Comment il se place vis-à-vis de ce projet-là? C'est difficile. C'est difficile à dire parce que j'allais dire, il est pas très causant. Moi, je l'ai vu dans 2 types de réunions. Quand je l'ai invité au design, avec Anthony Villain, donc on l'a vu souvent voir. On le voyait à ce moment-là assez décontracté, plutôt heureux, mais qui nous rappelait quand même à nos objectifs, que ce soit de rentabilité, financier, voilà. Et ne l'oublions pas, un truc non négligeable. Il nous a dit combien de fois, attention, j'ai jamais décidé d'une marque, je décide d'une voiture. Donc tout ça pour, j'allais dire, nous limiter dans nos ambitions. Il y a une chose qui est sûre. Premièrement, Ghosn a donc filé cette fameuse lettre à Carlos Tavares, la lettre de Tony Fernandez, qui dans sa tête ne pouvait pas, on lui a pas demandé, mais il ne pouvait pas ne pas donner suite. Deuxièmement, il nous a peut-être pas énormément aidé, mais une chose est sûre, il nous a pas coupé les fonds. Et ça, c'est un point clé, parce que c'était pas difficile. Si nous avons fait cette voiture, on a eu beaucoup de pression de sa part, énormément. Au point où on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il nous en a pas donné plus que pour qu'on puisse dire qu'on savait pas faire? J'en sais rien. Mais, on va le remercier grandement. D'abord, il nous a pas coupé les fonds. Et deuxièmement, finalement, il nous a rendu service en nous mettant une pression pas possible. Parce que, on a joué le jeu. Et finalement, on lui a donné raison. Puisqu'on a atteint les objectifs assez incroyables qu'il nous avait demandé. On va faire une petite parenthèse, on va parler aussi du fait que à ce moment-là, à partir de 2013 en tout cas, l'équipe Signatech en endurance est rebaptisée ou en tout cas associée à Alpine. C'était important d'avoir un engagement en compétition pour valider entre guillemets le retour de la marque. Capital. Et je pense que personne ne dira le contraire. Quand vous faites un petit sondage, et on en avait fait dès 2011 et tout, sur la valeur de la marque et tout, on avait compris combien c'était une marque forte, mais une des choses que nous disaient les clients potentiels, on parle de 2010-2011, donc il n'y a pas de voiture et tout, ils nous ont dit, une Alpine, ouvrez les guillemets, c'est une ouverture à la compétition. Vu par les gens potentiellement intéressés par une Alpine, il y a une relation directe, alors faut dire, c'est mythique quand même, la compétition chez Alpine, je voudrais le rappeler, on a tout gagné, tout. Les championnats du monde de rallye, les 24 heures du Mans, mais on a été, parce qu'il y avait très peu de championnats du monde dans ce temps-là, et on a gagné alors le premier en termes de rallye, mais sinon c'était les championnats d'Europe. On a été champion d'Europe de tout, de rallye cross, de Formule 2, de Formule 3, enfin, on peut continuer longtemps, on a même fait des Formule 1. Donc, il y a, et genre et délai,
n'oublions pas, Donc, le fondateur de la marque. a démarré Alpine pour ça, comme d'autres marques. Hein. Je sais pas si je le dis dans le livre, mais nous faisons partie d'un club extrêmement fermé, qui est le club des marques qui sont nées de la course pour la course. Le premier point, c'est prendre des voitures, les améliorer dans la marque qu'on fait pour gagner les courses. Il y a 3 marques. Hein, Ferrari, Porsche, Alpine. On est dans ce petit triumvirat. Le seul inconvénient qu'on a eu par rapport aux 2 autres, c'est que nous, on s'est arrêté. On s'est arrêté longtemps. Hein, on s'est arrêté plus de 20 ans. Et en plus, on s'est arrêté de faire des courses 78. Avant, la dernière, voilà, c'est Le Mans. Donc, ça a probablement, ça nous a handicapé beaucoup. Mais pour nous, c'était absolument majeur. D'abord parce que moi, ce que je retiens après la conférence de presse de Carlos Ghosn avec Tony Fernandez novembre 2012, c'était qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait. Hein, dans le monde des journalistes notamment, mais pas que. Ils y croyaient pas beaucoup, et pour le peu qu'ils y croyaient, c'était, ils vont nous faire une Renault Sport. Hein, donc, ça sera pas une Alpine. Alors que, maintenant, vous le savez, dès le départ, et si vous regardez tout ce que j'ai dit, notamment dans les interviews, j'ai toujours dit, ça sera une vraie Alpine et tout, mais tout le monde, personne n'y croyait. Et donc, la compétition était un élément majeur de rentrer dans les chaussures d'Alpine pour bien montrer, on tient à être dans l'ADN de la marque, dans son histoire. C'était un élément de crédibilité. Je crois que ça nous a quand même pas mal aidé, surtout qu'on a gagné très rapidement. Et donc, il y a eu une belle association qui continue. Alors, le défi, c'est que ce soit aussi, le défi qu'on vous a lancé, c'est que ça ne coûte rien à l'entreprise. Alors, oui, absolument. Alors ça, c'était avec l'ami Tavares qu'on s'était dit ça, parce qu'on s'était dit, sinon, Ghosn, il va pas l'accepter. Ça va être dur. Donc, et ça, c'est parfaitement vrai. La première année, 2013, ça n'a absolument rien coûté au groupe Renault. Nous avons réussi par des subterfuges, c'est-à-dire consistant à dire que on n'a jamais dit, bien sûr, à tous nos sponsors, tous nos partenaires, que nous, ça ne nous coûtait rien. On a au contraire brodé les choses, mais à la fin, on a réussi à trouver un budget sans que ça nous coûte. C'était absolument essentiel. C'est plus tout à fait le cas maintenant, hein, mais on a le premier titre de champion d'Europe d'endurance, on l'a fait comme ça. Une remarque simplement, parce qu'on a beaucoup, en ce temps-là, mais même encore aujourd'hui, de gens qui nous disent, ouais, mais enfin, Alpine, c'est le rallye. Pourquoi il n'a pas été faire du rallye? Alors, il y a une réponse qui est très simple, c'est que en 2013, comment faire du rallye alors qu'on n'a pas de voiture? C'est juste un détail. Et le peu de voitures qu'on a au sens des maquettes qu'on peut avoir, on n'a surtout pas envie de les montrer si longtemps avant. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, alors là, ça se discute, et je sais qu'il y a certains alpinistes qui contestent le fait, mais pour moi, l'endurance est autant dans l'ADN de la marque que le rallye. Alors, le rallye, ça a fait beaucoup de bruit, parce que d'abord, ça roule dans tous les pays, à toutes les routes, on les voit facilement, etc. Exactement. Les 24 heures du Mans, c'est pas pareil. Mais enfin, je voudrais souligner qu'il y a eu 55 Alpines d'usines engagées, qui ont pris le départ des 24 heures du Mans pendant la période alpine jusqu'en 95. Enfin, en fait, jusqu'en 78. Donc ça fait vraiment partie. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, dans le temps, beaucoup de rallyes, on peut se demander si c'était pas plus de l'endurance sur route ouverte que des rallyes. Pendant longtemps, nous, journalistes auto, nous disions que la nouvelle berlinette jouait aux Arlésiennes. Il y avait une raison à ça, c'est qu'à Dieppe, les choses étaient assez compliquées. Alors, oui, bien sûr. D'abord, nous avons... on savait pas si on aboutissait, c'est un premier point. Hein. Le deuxième point, beaucoup de choses étaient en discussion, remis en discussion, hein, donc il n'y avait jamais grand-chose qui était établi, donc on ne pouvait pas beaucoup parler des choses. Troisièmement, à la fin, si je vais prendre un exemple, c'est quand est-ce que les journalistes ont su que la voiture est en aluminium. Si vous regardez, réellement,
Nous ne l'avons annoncé que en 2016, pour annoncer le poids. Et on ne voulait pas l'annoncer avant. D'ailleurs, il y en a qui contestent le fait qu'elle soit en aluminium. On peut y revenir. On va y revenir, oui. Mais donc, il y a aussi un côté scoop. Je vous ai dit, nous n'étions pas sûrs qu'avec notre mixture, je parle de tout le travail, de toute la définition de la voiture, que ça allait être bien compris par les journalistes. Et entre nous, moi je me rappelle, en 2017, le nombre de journalistes qui disaient 250 chevaux, c'est insuffisant, il faut 300 chevaux. Y compris le soir des essais à Aix-en-Provence, quand il y a eu les essais presse, beaucoup nous ont dit, avant d'essayer, 300 chevaux. Ce qui m'a fait un plaisir énorme, c'est quand les journalistes redescendaient de la voiture, quand ils étaient sur le circuit du Grand Sambuc, ils nous disaient, vous touchez à rien. Et ça a été un miracle, c'est-à-dire que la voiture, elle parle pour elle-même. C'est que, il y a un tel, comment dirais-je, une magie entre la puissance, la légèreté, qui donne cette agilité et ce plaisir, que on peut casser, ce qui ne veut pas dire qu'on ferait une mauvaise voiture, mais ça sera plus la même. Alors justement, on parle de l'aluminium. Récemment, il y a eu une petite polémique de presse amicale, notamment avec Jacques Chénis, au sujet du choix de l'aluminium à la place du carbone. Comment s'est fait l'arbitrage de choisir l'aluminium plutôt que le carbone pour faire la voiture? Alors, c'est simple. À partir du moment où on s'est mis d'accord qu'on voulait une voiture légère, parce que c'est dans notre ADN et celui de Caterham, nous avions le choix entre, en gros, 3 matériaux. L'acier, on abandonne puisque c'est lourd. Il nous restait l'aluminium. Ne croyons pas, l'aluminium, c'est notablement plus cher que l'acier, soyons clairs. Le carbone, qui est alors là très 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 nettement plus cher, et ce que j'appellerais de façon générale le plastique, qui était la culture d'Alpine dans le passé, les voitures étaient en plastique. Alors, si on regarde, le plastique, ça coûte pas très cher. Par contre, on n'arrive pas à faire des belles carrosseries. En tout cas, nous, c'est notre sentiment. Notamment, les rayons de courbure, pour rentrer dans le petit détail, les rayons de courbure que vous avez, les portes, etc., vous êtes coincés par, vous pouvez pas faire des rayons de courbure tout petits, sinon c'est très sale. Et donc, en design, c'est quand même très contraignant. Donc, rapidement, le carbone, c'est pas simple, et puis c'est pas adapté à des volumes moyens, on va dire, c'est adapté à des volumes plutôt petits, et puis c'est extrêmement cher. Pas cher en investissement, mais très très cher en prix de revient. Donc on aurait une voiture 10 000 euros, 20 000 euros plus chère. C'est-à-dire qu'on n'était plus, on était plus sur l'Alpine qu'on voulait, qui a un prix, je dirais, déraisonnablement bas finalement, quelque part. Ça, si on a pu le faire, c'est parce qu'on a fait ces choix-là. Donc, l'aluminium s'est rapidement imposé comme la solution. Le deuxième point derrière, c'est comment on assemble la voiture. Traditionnellement, une voiture en métal est assemblée par soudure. C'est le cas de toutes les voitures en acier et une bonne partie des voitures en aluminium. Et nous avons décidé de prendre le risque de ne pas souder, mais coller. Pourquoi coller? Parce que l'aluminium, ça se déforme à la chaleur. Et donc, souder, c'est chauffer pour faire fondre ponctuellement. Ça veut dire déformer la géométrie. Et c'est très dur de maintenir une géométrie en soudant. Donc pour nous, le plus simple, nous qui n'avions pas l'expérience. Oui, il y avait pas de précédent. Nous avions par l'intermédiaire de Caterham des gens extrêmement compétents, puisqu'il y avait le père de l'Élise, Tony Schott, qui a conçu le premier châssis collé, qui est celui de l'Élise. Donc on avait en plus des compétences, et donc sans problème, nous avons décidé, et je crois pouvoir dire c'est la seule voiture au monde qui est intégralement en aluminium, châssis et carrosserie, alors que les Lotus et tout,
non que le châssis, et deuxièmement, collé. Je tiens à le dire, il n'y a pas eu, alors que c'est extrêmement innovant, de problème de qualité sur ce sujet. Le châssis et la carrosserie collée est une affaire qui est tout à fait au point. Les choix techniques sont figés, le design est figé. On arrive à une journée un petit peu particulière, c'est le 16 février 2016. La présentation de l'Alpine Vision, qui est une préfiguration très très proche de la série, de ce que sera la voiture, l'Alpine Mystère, puisqu'à l'époque on ne connaît pas son nom, en tout cas dans la presse. Ouais. Elle n'était pas décidée. C'était pas décidé. Le nom n'existait pas. Hein, D'accord. À ce moment-là, il n'existait pas. Ouais. Donc c'est à quel moment que ça a été validé, ça? Il a été validé, alors je me souviens plus bien, mais un peu plus tard, hein, dans un Pourquoi à 110 d'ailleurs? Exécutif. Alors ça a été discuté. Hein. Moi, j'étais au départ plutôt pour un 120. J'avais tendance à penser que il y avait un côté d'une ambition très forte, et est-ce que nous étions dignes de la 110 pour mettre le mot à 110? C'était un peu ça ma restriction. Deux éléments nous ont amenés à faire la 110. D'une part, c'est le fait que à la 110 a été quand même arrêté depuis 77, donc il y a eu une espèce de redépart. Et deuxièmement, on s'est dit c'est l'assumation. On assume le fait que c'est vraiment la voiture iconique de la marque, et comme d'autres, et pas n'importe lequel, l'idée de faire une saga de la 110. Hein, il y a d'autres très belles marques qui s'amusent à ça. 911, c'est moi qui l'avais dit, c'est pas moi. Nous a paru une bonne chose. Donc, et je tiens à le dire, on n'a même pas fait, d'ailleurs, ce que pourtant se fait souvent, d'enquête sur le sujet. Ça nous a paru finalement. Il n'y a pas eu de focus group ou de test auprès du client, vous y êtes allé directement. Directement. Donc, ce 16 février 2016, révélation de la voiture, il y a dans le public, il y a Carlos Ghosn qui est présent, il y a les journalistes de la presse internationale, il y a aussi plusieurs centaines on va dire, d'alpinistes, de fans, d'anciens, de propriétaires. Alors, quelle est la première réaction? Alors, d'abord, vous êtes un peu fort en disant plusieurs centaines. Oui, pour être très précis, il y avait 80. Mais c'est énorme. Et quand vous voyez les photos dans le bouquin, c'est magnifique d'ailleurs. Hein, c'est toutes ces 80 alpines de différentes couleurs sur le paddock de la Formule 1 à Monaco, c'est absolument extraordinaire. Ça nous parle. Alors, c'était essentiel pour nous, parce que il était essentiel, toujours pareil, de remettre nos pieds dans les chaussures d'Alpine. Donc, cette journée du 16 février avait deux objectifs. D'une part, montrer qu'Alpine rentrait dans la stratégie du groupe Renault. C'est la présence de Ghosn et de son discours. Et deuxièmement, proposer à des gens du monde entier, il y avait des Chinois, il y avait des Japonais, il y avait des Mexicains, etc., une journée de l'expérience Alpine. Montrer que l'Alpine, c'est spécifique. Donc ça se passe à Monaco. Donc ça se passe à Monaco. Ça aurait pu se passer ailleurs, hein, on a cherché. Mais Monaco, c'est plus que bien, parce que c'est le Turini. Voilà. Et s'il y a un endroit où Alpine est chez lui, c'est bien le Turini. Donc on a gagné le col du Turini, qui est un des hauts lieux du Rallye Monte-Carlo, où l'Alpine à 110 berlinette. On a gagné, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 étapes dans l'histoire du championnat du monde. Ça aurait pu être aussi le Tour de Corse, qui est le deuxième grand point fort d'Alpine. Le problème, c'est que le Tour de Corse, aller en Corse, c'est beaucoup plus compliqué pour emmener les Japonais et tout. C'est en termes de logistique et tout. Et donc, Monaco, c'était extraordinaire. Et donc, les journalistes montait, je ne sais pas si c'était votre cas, montait avec un alpiniste et sa voiture dans une route qui était d'ailleurs un peu enneigée en haut, pour avoir le son, l'agilité, et puis discuter avec un collectionneur d'Alpine, avec tout ce que ça veut dire de passion et de compréhension de la marque. Je crois que c'était un moment vraiment très fort, je dirais presque fondateur du nouveau Alpine. Et ces propriétaires ont eu droit à voir la voiture un tout petit peu avant, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont vu la voiture 2 heures avant, puisque c'était le matin. Alors, l'alpiniste est un personnage un petit peu
parfois grognon, parfois je dirais exigeant, puriste. Oui. Puriste, ça c'est sûr, parce que l'Alpine de dans le temps était puriste. Les gens qui achetaient des voitures de sport dans les années 70, c'était des puristes. Et puis, nous avions un gros challenge qui était, contrairement, vous parliez de Porsche. Porsche a fait énormément évoluer sa 911. N'oublions pas que la 911 dans les années 70 était exactement la même qu'une Alpine, avec ce que ça veut dire de frugal. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Quand vous voyez ce qu'est une 911 aujourd'hui et son prix, il y a eu un chemin parcouru, mais qui a été fait petit à petit, constamment. Nous, notre problème, c'est que l'Alpine s'est arrêtée, en tout cas la berlinette, en 77, et qu'il a fallu parcourir 40 ans en 5 minutes, le temps de révéler la voiture. Donc, bien sûr, on avait, si vous regardez, j'avais fait beaucoup de teasing dans les interviews sur le premium, sur tout, etc., pour préparer le choc, si je puis dire. Malgré tout, il y en avait plusieurs, les chocs. Il y avait passé une voiture de puriste à ce que j'ai appelé une voiture sport premium, qui est un point fort. Il y avait le prix. Et puis, il y avait une chose, la couleur. Parce que nous avons présenté cette voiture en blanc. Et ça était pas rien, pour revenir sur le pourquoi. Mais, et donc, quand nous avons révélé avec Anthony Villain dans cette réunion où il y avait une petite centaine d'alpinistes, notre voiture, que les gens se sont levés, qu'on a eu une standing ovation qui a duré, je sais pas, une dizaine de minutes, avec des gens qui avaient les larmes aux yeux, nous aussi d'ailleurs. Je tiens à le dire parce que c'était c'était une grande émotion et puis c'était quand même un accomplissement entre nous de tout un travail. C'était extrêmement fort et on s'est dit c'est gagné. Ça veut dire qu'on a cette relation étroite, ce lien avec l'ancienne Alpine, on l'a. C'était important que les alpinistes puissent dire c'est une vraie Alpine. C'est très important pour nous. Justement, vous me dites c'est gagné, mais si on retourne à Dieppe, c'est pas gagné. Absolument. Alors, ouais. Il y a du retard. Le produit est gagné. Voilà. La définition du produit, le design, tout ça c'est gagné. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses de l'industrialisation. Et absolument. Là, c'est pas simple. Alors là, objectivement, on a énormément souffert, beaucoup plus que prévu. Pourquoi ? J'avais, en 2012, fait une réunion avec les designers et puis l'ingénierie, les ingénieurs, en disant, je rappelle, ça se fait pas tous les jours, on relance une marque. Il faut pas se planter. Donc, pour moi, c'est clair. Alors, on peut dire c'est 80-90%, mais l'essentiel du choix d'une voiture de sport, contrairement à tout ce qu'on pense, c'est le design. Le reste, je dis pas que c'est accessoire, mais ça vient en deuxième. Le choix d'acheter, c'est le design. Donc, si on veut pas louper notre coup, il faut que le designer, il puisse faire tout ce qu'il a envie. Une œuvre d'art. On ne transigera pas avec le design. C'était ça le message. Absolument. Et contrairement à ce qui se fait d'habitude, où on donne des contraintes au design pour faciliter la fabrication. Parce que il y a des choses difficiles. Nous n'en avons pas donné. Et nous l'avons voté tous ensemble qu'on allait assumer de donner toute liberté aux designers, et on savait que les conséquences seraient qu'on allait avoir du mal à fabriquer la voiture. Ça s'est révélé exact, et même plus qu'exact. On a vraiment beaucoup souffert, et ça a été le deuxième d'ailleurs gros élément de retard, beaucoup souffert, notamment en géométrie. Parce que ce que nous ont expliqué ceux qui emboutissent la carrosserie, c'est qu'on avait des pièces en aluminium extrêmement grosses. L'emboutissage en aluminium, c'est compliqué, ça se déchire, ça se vrille, etc. Et on a vécu un enfer sur ces sujets-là pour arriver à faire un process correct et maîtrisé, c'est-à-dire que toutes les pièces sont bonnes à l'infini. Donc ça a été, je le raconte dans le livre, ça a été terrible. Et là, il a fallu, d'ailleurs, des ambiances que vous pouvez imaginer très tendues, où chacun, on pouvait avoir tendance à se renvoyer la balle entre l'emboutisseur et l'usine, quel est celui qui n'arrive pas à faire le truc, etc. Et bon,
à la fin, à cet instant, maintenant les voitures, elles sortent. Et je peux vous garantir, il y en a 24 par jour à peu près qui sortent tous les jours. Je faisais un point il n'y a pas longtemps avec le directeur de l'usine. On a un niveau de qualité au top. Donc, c'est maîtrisé, mais il nous a fallu un temps fou. On ne le regrette pas. Et la consécration, ça a été le titre, d'ailleurs il y a plus d'un an, de la plus belle voiture de l'année, qu'on n'aurait pas imaginé, et qui était une belle concentration de ce choix. La voiture doit être absolument belle. Et en plus, je rappelle, c'est pour ça qu'elle existe. Parce que tous les aléas, on les a passés, notamment parce que tout le monde était convaincu que la voiture était magnifique. Un an plus tard, à Genève, l'Alpina 110 finale a été révélée. C'était quoi votre sentiment le jour-là? Le devoir accompli, la joie, le stress? Alors, juste une remarque, c'était pas fini. Hein, quand vous voyez, la voiture était loin, contrairement à ce qu'on croyait à ce moment-là, mais la voiture était encore loin d'être sur les routes. Hein. Nous-mêmes, on pensait que ça irait plus vite. Alors, je rappelle, la première livraison, c'est février 2018. Absolument. 2 février, si je dis pas de bêtises, 2018 à Grenoble. Donc, il y avait encore un bon chemin depuis mars 2017. Et qui n'était pas lié au fait qu'il fallait du volume ou autre. Hein. C'était lié au fait que la voiture n'était pas encore... il y avait encore de l'apprentissage dans l'usine. Absolument. L'autorisation de fabrication de vente ne date que de janvier 2018. Hein. Donc ça a été très très difficile à obtenir. Je dirais, premièrement, on avait passé un point majeur, ça a été février 2016 à Monaco. Il y avait donc des photos et tout, et les gens ont pu voir donc c'est assez évident que la vraie voiture, en aluminium, elle ressemblait comme 3 gouttes d'eau à la voiture que nous avions présentée avec Carlos Ghosn à Monaco. Pour la petite histoire, je vous signale, la voiture à Monaco, elle était en carbone. Je raconte, on peut le dire maintenant, oui. Mais c'était catastrophique si on l'avait dit en ce temps-là. Et pour la petite histoire, je pense que personne ne l'a vu, la voiture est légèrement plus large. Mais ça se voit pas non plus, mais vous savez ce que c'est dans le design, hein, quand on révèle des chocards, il y a toujours des petits trucs pour améliorer un peu. Donc, on n'avait pas beaucoup de crainte, hein, compte tenu de tout ce qui avait été dit. C'était plutôt pour nous l'aboutissement de quelque chose que du stress. Là où il y avait du stress, c'était novembre, décembre 2017, les essais de la presse. Mm-hmm. Là, la question était, est-ce que la presse va comprendre ce qu'est notre magie, le plaisir, pourquoi c'est un moteur qui fait que 252 chevaux, etc. Bon, objectivement, dès le premier journaliste descendu de la voiture, on a vu que c'était réussi. Et j'ai l'impression que les journalistes ont presque redécouvert un peu ce qu'était un plaisir automobile. Hein. Mais je vous garantis, là, on avait la trouille. Sérieusement. Là, la veille donc des essais au Grand Sambuc. On pouvait nous dire c'est pas une voiture de sport, ça roule pas assez vite. C'est vrai que en choisissant le plaisir, il faut quand même être tout clair. En choisissant le plaisir, mais c'est pas rien le plaisir. Je dirais pas qu'on abandonne, mais on transige sur la performance. Plaisir, c'est quelque part contraire à performance. Et c'est là où on s'éloigne de la définition de voiture de sport germanique, c'est-à-dire dans les virages, le plaisir, c'est pas que ça accroche, c'est que ça glisse. Et on le sait, on est le roi de la glisse hein, quand on s'appelle Alpine. Et je rappelle Jean Ragnotti qui n'est pas qu'un Renault Sport, il est aussi un alpiniste négociant au virage. Hein. C'est important. Sur sa carte de visite. Ouais. Absolument. Et c'est la carte de visite d'Alpine. Mais donc c'était pas évident que des journalistes, y compris français, parce qu'ils sont souvent sévères avec la production française, beaucoup plus d'ailleurs que... Ça me fait plaisir que vous le disiez. Donc on avait franchement la trouille. Et je vous garantis, dès le premier jour, quand on a vu ce que ça donnait, on s'est fait ouf. Ensuite, il y avait quand même la presse allemande
qui est pas rien, puisque là on allait se confronter culturellement, j'allais dire philosophiquement, à autre chose. Donc ça a été quand même un sujet qui était pas négligeable. Alors la presse allemande, elle a démarré un peu parce que la presse anglaise et française ont été dithyrambiques tout de suite, objectivement. La presse allemande, on la reconnaissait bien, puisqu'il disait, je me rappelle un titre, c'est la meilleure française qu'on a essayé. Je voudrais pas dire, mais le mot française voulait dire des choses qui étaient assez restrictifs. Bon, mais ils se sont rattrapés depuis, puisque le grand magazine allemand Automotor und Sport nous a donné gagnant contre leur joyau, la Porsche, hein, et que même tout récemment, là, il y a quelques jours, on a eu même le droit à la Best Car of the Year, hein, la meilleure voiture de sport par Automotor und Sport. Donc, les Allemands. Le troisième point intéressant, c'était les Japonais, parce que d'abord Alpine a toujours eu une très belle image au Japon, parce que les Japonais, ils aiment bien la France, hein, et puis deuxièmement, ils aiment bien le petit différent. Quand je vois les titres des journalistes japonais, qui sont des experts aussi, hein, j'en donnerai qu'un seul, magnifique. Il y en a un qui a écrit, ouvrez les guillemets, The Charm of the Excellence. Voilà, donc là, on pouvait gonfler le torse, avoir la tête haute. Nous avions réussi un challenge qui était loin, je dirais même, non pas loin d'être gagné, mais on l'imaginait même pas. C'était pas notre sujet. Le 1er février 2018, vous prenez votre retraite. Oui. Le 2 février, la première voiture est livrée. Oui. Quand vous repensez à toute cette histoire, quel sentiment ça vous inspire? Alors, premier point, parce que je l'ai peut-être pas assez dit, Alpine, ça a toujours été, et cette aventure que nous venons de vivre pendant 8 ans, l'a encore plus été, c'est d'abord une aventure humaine. Alors, je ne sais pas si ça transparaît, mais c'est des hommes. D'abord, on n'oublie pas, mais c'est des hommes qui font les voitures, c'est pas des ordinateurs. Hein. C'est un petit village gaulois de fous qui y ont cru, qui se sont presque sentis messianiques à sauver une marque, hein, et qui ont fait le sujet, et c'est clair que c'est majeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu miraculeux. Je trouve qu'il y a eu une espèce d'alignement des planètes bleues d'Alpine, où tous les problèmes, où logiquement on aurait dû s'arrêter avec un échec, et ben on est sorti par le haut. Départ de Carlos Tavares, Caterham, passer d'une voiture puriste à une voiture premium, on parle pas de rien, au milieu du projet, on parle pas de rien. Là on change complètement le prix, le type de voiture, les clients, on change tout. C'est énorme. Beaucoup de problèmes techniques, hein. Je raconte dans le livre, on a eu, pour donner, mais ce que c'est pas déshonorant, hein, entre nous d'avoir des problèmes techniques. Ce qui est déshonorant, c'est de pas les régler, c'est pas la même chose. Mais on a découvert un problème sur la capacité de la voiture à passer sur les trottoirs, hein, qui nous a, alors là, ça nous a paniqué là, hein, parce que c'est du très lourd, beaucoup de retard, et lourd d'ailleurs en kilos, mais qui montre la nécessité de faire tous ces essais qui valident la voiture. Donc, il y avait tout ça, ça a créé une équipe, je vous garantis, extrêmement soudée, encore aujourd'hui, hein, je vois, il y a du vécu et de l'adrénaline. Et d'ailleurs, le problème de toute cette équipe, c'est de retrouver, peut-être un peu moins fatigante quand même, mais de retrouver, et puis ils se sont créés de magnifiques compétences, hein. Je n'oublie pas que il y en a un qui est chez Ferrari maintenant, hein, et pour s'occuper de sa spécialité, la liaison au sol, c'est pas rien, etc. Donc, finalement, si on résume, on a de la fierté parce que c'est l'industrie automobile. Je pense que l'Alpine est un porte-drapeau de l'industrie automobile, et qu'on montre que en France, que ce soit chez les ingénieurs, que ce soit à l'usine, ben, j'allais dire, on n'est pas des manchots. Et alors évidemment, on n'a pas l'argent de nos voisins du Nord, hein, donc on a des solutions qui sont plutôt rustiques, hein, malines, mais c'est encore mieux, hein, je trouve. C'est clair, si vous regardez l'intérieur d'une Alpine, c'est pas l'intérieur d'une Porsche, hein,
on a restreint, mais c'est volontaire, c'est l'ADN en plus, on a restreint l'intérieur à ce qui est au service du pilote, du conducteur, pas plus. On fait pas les arbres de Noël. On n'est pas dans le luxe. On reste dans le premium, c'est-à-dire tout ce qu'on y met est de très bonne qualité, mais on y met le minimum de choses. D'abord parce qu'il faut gagner du poids, hein, c'est le point. Et puis deuxièmement, parce que c'est aussi une philosophie globale. Donc on reste dans notre domaine et on est très français, je trouve, hein, par rapport à ça. Oui, dans l'héritage de Gordini. On a exactement, et c'est très français. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et Alpine est un porte-drapeau de ça. Moi, j'ai 2 dernières questions à vous poser. La première, c'est que Alpine, à partir des années 70-80, s'est un petit peu perdu en faisant des GT un peu plus lourdes, un peu plus confortables, etc. Or, la marque Alpine doit se développer en faisant d'autres véhicules que la 110. Est-ce que on peut retrouver la magie Alpine, entre guillemets, dans un SUV, dans une berline, etc. Est-ce que c'est possible, ça, pour vous? Ah, aucun problème. Je pense que c'est faisable, absolument. C'est des choses qu'on a réfléchi, hein, bien sûr. Je l'ai dit, un peu laissé entendre d'ailleurs au début, quand je dis l'ADN d'Alpine, c'est le plaisir. Attention, c'est pas la légèreté. La légèreté est un moyen du plaisir. On est d'accord, hein? L'objectif à la fin, parce qu'il n'en a rien à faire finalement, le client, que c'est léger ou pas. Ce qu'il veut, c'est du plaisir. C'est clair que la légèreté, ça donne de l'agilité, et cette agilité, ça donne du plaisir. Donc, oui, après c'est tout relatif. C'est clair que si vous faites un SUV ou une voiture électrique, vous n'allez pas avoir les mêmes poids à l'arrivée que si vous faites la 110. Mais la question est de combien on peut gagner et donc de combien on augmente le plaisir. Nous sommes persuadés que c'est faisable. Absolument. Et si vous regardez encore aujourd'hui, c'est questionnant hein, d'ailleurs, finalement, il n'y en a pas beaucoup des constructeurs automobiles qui font des voitures très légères, si vous regardez bien. Ce n'est pas encore à cet instant, malgré le CO2 et les émissions, enfin tous les trucs plus restrictifs qui logiquement poussent, parce que la légèreté, ça coûte pas beaucoup. Hein. Même si après vous allez mettre des batteries électriques et je ne sais quoi. La légèreté, en soi, c'est du gain pur par rapport à CO2 et tout. La preuve, regardez la 110, combien elle consomme, combien elle rejette de CO2, comparé à quelques concurrents loin d'être déshonorants, vous allez voir que c'est énorme, l'effet du poids. Et donc, on est peu nombreux, on a un savoir-faire, je pense qu'il y a des sujets. Mais je n'ai absolument aucune inquiétude. La seule inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que d'autres voient la martingale et s'y précipitent aussi, mais ils auront du retard. Dernière question. Bernard Olivier, qu'est-ce que vous avez retenu, compris et appris de cette grande aventure de 8 ans? Alors, pour moi, plusieurs choses. Premièrement, cette voiture, on voit bien, elle n'aurait existé qu'avec un certain nombre d'événements qui se sont trouvés là, favorables. Renault, mais j'aurais pu prendre un autre constructeur. Très franchement, aurait été incapable de faire une Alpine. C'est pas parce qu'ils savaient pas, mais parce que nous avons pris des risques. On l'a vu, technologique, l'aluminium, le collé. On a pris des risques d'aller chercher des clients totalement inconnus, avec ce que ça veut dire de intercommercial et tout, de toucher, etc. Clairement, il y a culturellement, il y a philosophiquement une très grande différence d'approche. Je me rappelle quand, quelques jours après avoir pris officiellement la responsabilité d'Alpine Caterham, les grands experts de Renault étaient venus me voir pour me dire on va t'expliquer comment tu vas pouvoir faire une voiture 5 étoiles. Je leur ai répondu mais notre concurrent principal, la Porsche, elle a combien d'étoiles? Et là ils savaient pas, donc j'aurais dit quand vous reviendrez, quand vous saurez vous reviendrez, sachant que c'est pas connu. Mais ça montre qu'on n'est pas du tout dans la même culture. Et quand on fait des millions de voitures, il faut, bien sûr, être extrêmement exigeant sur le risque-prix, c'est-à-dire le minimum. Quand on fait
quelques petits milliers de voitures, on peut prendre des risques, on peut contrôler les choses, ça n'a rien à voir. Et donc, moi, la première conclusion, c'est pour faire ce genre de choses, il faut sortir des grandes machines. Il faut accepter d'avoir sur le côté des structures légères, agiles, avec des très bons, qui sont entreprenants, c'est-à-dire qui sont prêts à prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'on peut se planter. Ça, c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est justement le management. Un management très fort, qui est collectif, coopératif. Tout le monde a les bonnes idées. Et une voiture comme ça, vous avez vu, c'est peu de monde. Mais il n'empêche qu'il faut... La bonne voiture, c'est la somme des bonnes choses, des bonnes pièces. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une super liaison au sol si vous avez un mauvais moteur. Et donc, vous êtes obligé de tout être au même niveau. Donc, il y a là un sujet j'allais dire, de coopération et de solidarité, c'est que s'il y a un point difficile, ça va tuer la voiture. Il faut que tout le monde se donne dessus, quitte à dégrader sa propre partie pour améliorer l'autre partie. Donc ça, c'est aussi un point très clair. Parce que à la fin, quand vous êtes dans la rue, chacun de l'équipe alpine peut dire ça, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, il a la fierté de l'avoir fait, mais il peut avoir aussi la honte d'avoir raté son truc. Donc voilà, et en tout cas, on le voit. Je dis, il faut être à côté de la grande maison, mais on le voit aussi, y compris au commerce. On n'en a pas beaucoup parlé. Ça a été pour moi un des éléments d'échec commercial de l'ancienne Alpine. Alors attention, là je vais me faire tuer. Pas échec, mais relativement médiocre, les performances commerciales. Parce qu'on peut pas, on peut pas imaginer, d'ailleurs nos clients nous l'ont dit. Moi, si j'achète une Alpine, je ne suis pas prêt à faire la queue à l'atelier d'une concession Renault derrière un client qui a, ouvrez les guillemets, une Dacia Mazout. Donc on voit qu'on est sur des clientèles très différentes, il faut du respect, il faut du traitement, et donc il faut des process spéciaux. C'est vrai que c'est exigeant, c'est très compliqué, mais si on le fait pas, il faut pas faire. Voilà les conséquences que j'en tire. Un grand merci Bernard Olivier pour votre participation à ce podcast. Si vous souhaitez vous procurer le livre Alpine la Renaissance, vous retrouverez toutes les coordonnées sur automoto.com ou dans le numéro 276 du magazine actuellement en kiosque. Vous avez peut-être une petite recommandation sur comment le trouver le livre. Alors, nous faisons quelque chose, là encore, ouais. C'est assez décapant si je puis dire, puisque comme on a fait la première Alpine en première édition, limitée, où on commandait par Internet, nous avons décidé avec notre éditeur de faire pareil. Les 1000 premières, alors c'est pas 1955, mais les 1000 premiers livres sont numérotés, sont commandables par l'intermédiaire d'Internet et ne seront donc pas trouvables dans les librairies, puisque le livre commercial, si je puis dire, ne sera sur les présentoirs qu'au mois de septembre. Donc, si on veut ce livre, ça ne peut être que en s'adressant dans les adresses que vous donnez, directement à l'éditeur, et ça, je crois, c'est une première, puisque l'éditeur, il souffre comme on a pu souffrir sur notre Alpine. Il a d'ailleurs pris du retard, mais j'espère moins que nous, sur la voiture. Il souffre de se retrouver à faire du commerce direct, ce qui n'est pas le métier d'un éditeur. Si ce podcast vous a appris des choses, rendez-vous sur votre plateforme préférée pour vous abonner, iTunes, Spotify, Deezer, c'est vous qui voyez. En un clic, c'est réglé, vous le recevrez directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Merci beaucoup et bonne journée Bernard Olivier. Merci et très alpinement à tout le monde. À très vite, ciao. Les hors-séries Automoto. Un invité, un entretien, une histoire.